La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, une fois n'est pas coutume, nous recevons le représentant d'une start-up, mais pas n'importe laquelle, il s'agit de Aya Therapeutics. Elle vient de se classer, excusez du peu, en tête du top 100 des start-up suisses les plus innovantes, les plus prometteuses. Elle est romande. Alors, ses fondateurs sont plutôt anglophones, germanophones, raison pour laquelle on ne va pas les recevoir, mais on reçoit le francophone de la direction. Une direction qui s'emploie dans un domaine très précis, dans la santé, à soigner la fibrose cardiaque. Donc, c'est une insuffisance cardiaque qui frappe des centaines de milliers de personnes dans le monde. On saura tout dans quelques instants avec notre invité. Marco Mina est avec nous sur le plateau de B2B aujourd'hui. Bonjour Marco Mina. Bonjour, ça va? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci à vous. Pour commencer, vous occupez un poste de cadre dans une start-up. Pourquoi pas une grande entreprise? On pourrait imaginer peut-être un meilleur salaire, une stabilité de l'emploi. On reviendra plus en détail évidemment sur votre poste et vos fonctions plus tard dans l'émission. Mais pourquoi ce choix tout d'abord? Les défis, je dirais principalement. Le fait de pouvoir faire de la recherche à niveau d'entreprise et essayer de trouver des solutions à des maladies qui aujourd'hui touchent beaucoup de personnes dans tout le monde. Ce défi, on pourrait imaginer aussi l'avoir dans une grande société pharmaceutique. Oui, c'est un peu différent parce qu'en fait, dans les petites entreprises, on est obligé à avoir beaucoup de bonnets tout le temps, beaucoup de chapeaux. Par exemple, moi, oui, je suis le chef d'équipe de bioinformatique et analyse des données, mais souvent, je dois présenter parfois des investisseurs ou des clients et comme ça. Et pour moi, c'est ça le défi. Être capable de jouer dans beaucoup d'endroits différents. Vous sentez d'une certaine manière une âme d'entrepreneur, même si vous n'avez pas fondé l'entreprise? Oui, c'est une bonne question. En fait, peut-être, oui. Oui. Et pourquoi avoir changé? Parce que vous étiez déjà, il y a quelque temps, dans une autre start-up, située d'ailleurs géographiquement presque au même endroit, Sophia Genetics, une société active dans la médecine là aussi. Pourquoi avoir changé? Oui, je dirais que l'opportunité était un peu plus grande chez Aya Therapeutics. En fait, chez Aya Therapeutics, je gère toute l'équipe de biologie computationnelle. Chez Sophia Genetics, c'était... Je vous interromps, excusez-moi, mais la biologie computationnelle, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est lié au mot data science, sciences des données. Aujourd'hui, la taille des informations qu'on a et qu'on doit considérer pour venir au bout de certains types d'analyses est tellement grande qu'il faut utiliser des technologies, des méthodologies computationnelles. Computationnel, ça veut dire ne pas suffisant. Ordinateur. Oui, ordinateur, mais pas Excel ou Microsoft Word. C'est plutôt utiliser vraiment des langages de programmation, du machine learning, des techniques comme ça qui sont un peu plus avancées. Ça, c'est votre domaine d'expertise. Oui. En dehors de ce domaine, puisque vous expliquiez avant avoir eu plusieurs casquettes, qu'avez-vous appris dans vos différentes fonctions dans ces deux startups? En fait, oui, au début, j'ai commencé avec la computer science, ma formation est computer science, mais j'ai appris beaucoup de biologie. C'est fondamental parce qu'en fait, pour bien utiliser les méthodologies computationnelles, il faut bien comprendre pourquoi on les utilise et c'est quoi les buts. On numérise. Oui, exactement. Sinon, on ne peut pas traiter les données sans comprendre exactement pourquoi on fait un type d'analyse, qu'est-ce qu'on cherche, c'est laquelle la biologie qu'on veut découvrir. Du coup, beaucoup de biologie, je dirais aussi des communications, parce qu'en fait, la communication, spécialement si on est chef d'équipe, est super important. Et aussi la communication vers des clients ou des investisseurs. Un jour, est-ce que vous créerez votre propre start-up? C'est une envie que vous avez?
C'est une bonne question. Je ne sais pas, franchement. Je réfléchis un peu, mais je n'ai pas une C'est un peu fou réponse. pour se lancer quand même dans une start-up. On travaille, c'est ce qu'on raconte, hein, on travaille 12-15 heures par jour, le week-end aussi, pour faire aboutir une idée. Oui, c'est vrai. Mais à la fin, disons, la barrière entre travail et vie est un peu différente, C'est une peut-être. passion en fait. Oui, On exactement. s'épanouit, mais voilà. Il faut avoir de la motivation, en fait. Et je crois que c'est là aussi quelque chose que, dans la culture de Haya Therapeutics, c'est la motivation des personnes. Sans cela, c'est très difficile. Comment est-ce que vous les motivez? Vous qui êtes chef d'équipe, vous disiez, hein, comment est-ce qu'on fait pour maintenir la passion, la flamme Dans moi-même ou dans l'équipe, avec l'équipe? dans l'équipe? Je dirais, en fait, je suis heureux parce que j'ai une équipe... disons, tout le monde est vraiment motivé et chaque semaine, par exemple, ou chaque 2 semaines, on présente les uns aux autres les résultats qu'on a obtenus. Et c'est intéressant de voir comme le fait qu'une personne a obtenu certains résultats motive les autres personnes. Et du coup, c'est un peu un Concurrence cercle virtueux. interne. C'est pas en concurrence, par contre. C'est pas travailler dans le même projet ou dans le même but. En fait, l'équipe est plus ou moins organisée. Chaque personne travaille dans un projet différent, mais on partage à la fin les résultats, les connaissances, spécialement les méthodologies et comment les appliquer. Comment vous gérez un anticyclone, si on peut appeler ça comme ça? Pendant quelques semaines, il n'y a rien du tout. On remotive comment? C'est jamais passé ça, franchement. Chaque semaine, il y a quelque chose. Parce qu'en fait, vraiment, chaque semaine, il y a quelque chose. Mais hypothétiquement, je dirais, je lancerai un projet ou quelque chose d'intéressant. Imaginez qu'il n'y a rien, on peut commencer à faire, je sais pas, prendre un modèle de AI, machine learning que quelqu'un a développé et publié dans les dernières semaines et essayer de voir si on découvre quelque chose en utilisant cette méthodologie-là. On parlera de votre passion pour la technologie dans quelques secondes, mais avant ça, vos sources d'informations, où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous tenez au courant finalement de tout ce qu'il fait? Quels sont les canaux que vous utilisez? Je dirais principalement les publications scientifiques et les publications dans certains blogs ou websites spécialisés dans le monde de la biomédecine ou biotechnologie. Vous allez chercher parfois des idées en dehors de ce domaine-là ou en dehors de la médecine? Dehors de la médecine et de la biologie, ouais, c'est déjà extrêmement vaste. Mais oui, je dirais dans le monde de l'IT, de data science, le machine learning par exemple, le type de machine learning le plus connu maintenant, c'est ChatGPT comme ça, du coup, le Large Language Model, c'est dans les domaines ça s'appelle NLP, Language Processing. Des modèles qui arrivent à traiter des textes écrits et en extraire exactement. Une substance. Natural Language Processing, exactement. Et c'est là un peu loin, disons, de la biologie. Mais de toute façon, on peut trouver des inspirations pour notre problème. Marco Mina, vous vous définissez comme un nerd. Pouvez nous donner votre définition d'un ou d'une nerd? C'est quelqu'un qui a c'est une bonne question en fait, c'est plutôt une blague, mais quelqu'un qui a des intérêts spécifiques sur un sujet spécifique. En fait, à la fin, En l'occurrence, tout la technologie, le monde est nerd pour quelque chose. Vous, c'est Non. la technologie? Ça a démarré comment? Ça a démarré quand j'avais 7 ans. Mon cousin est arrivé avec un ordinateur. C'était le 1991, peut-être 92. Ça veut dire, je viens de l'Italie, dans un petit village. Je crois j'étais la première personne dans le village avec un ordinateur et ça a été un amour à première vue. J'ai vraiment pensé, Un coup de foudre, hein, comme on dit. Oui, exactement, un coup de foudre, oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ordinateur? Qu'est-ce qui vous a fasciné? L'idée de pouvoir programmer, d'écrire, créer des programmes et avoir voir l'ordinateur capable de faire quelque chose tout seul. Et en fait, si on suit ça, l'AI, le machine learning, comme ça aujourd'hui, l'intelligence artificielle, oui, c'est la continuation de ça. C'est au lieu d'écrire exactement un programme, avoir un ordinateur qui est capable d'écrire soi-même un programme, si vous voulez, plus ou moins. Pourtant, à cette époque-là, il n'y avait pas YouTube pour avoir des tutoriels à apprendre le code. Ça veut dire que vous y êtes allé à tatillon, en autodidacte? Au début, il n'y avait pas d'Internet, plus ou moins. Du coup, c'était acheter
les journaux à l'école, dans les magasins. Après, oui, je suis allé à l'université. J'ai étudié computer science, du coup là-bas, c'était bien plus spécialisé. Alors, qu'est-ce qui a fait justement, après vos études, que vous vous êtes tourné vers une application médicale et pas autre chose? Un peu la chance, je dirais. J'ai eu beaucoup des opportunités en général. En fait, après les études à l'université, j'avais l'opportunité soit de faire un doctorat en robotique, soit en bioinformatique. Et à la fin, j'ai choisi bioinformatique. Pourquoi? Comment vous avez pris cette décision? Il n'y a pas vraiment Vous avez lancé une pièce et puis c'était une chance sur Oui, deux? plus ou moins, oui. En fait, j'ai postulé aux différentes positions et à la fin, j'ai dit, bon, je préfère ça. Et après, oui, j'ai suivi comme ça. J'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de personnes. En fait, au début, les doctorats étaient plutôt sur la bioinformatique. Du coup, bioinformatique, ça veut dire plutôt le développement des méthodologies. La biologie computationnelle est plutôt l'application des méthodologies pour découvrir de la nouvelle biologie. Donc, j'ai commencé avec la bioinformatique et j'ai bougé doucement vers la biologie computationnelle, qui est ce qu'on fait aujourd'hui chez Haya. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission, on voulait avoir votre avis. On en parle beaucoup. Le succès de ChatGPT qui ne fait pas l'unanimité. Le milliardaire Elon Musk avait pointé du doigt les dangers il y a quelques mois qu'une intelligence artificielle puisse s'éloigner des intentions collectives humaines. Pour vous, il y a un réel danger? Alors, je ne suis pas le vrai expert, d'accord, mais pour moi, non. On n'est pas encore au niveau d'avoir une intelligence artificielle complètement capable de s'éloigner, de bouger, de faire quelque chose d'imprévu. Pour moi, aujourd'hui, on est un peu loin de ce type de risque. Il y a un besoin quand même de réguler l'IA, si on pense à la Suisse en particulier? Je crois qu'on a besoin de régler l'IA peut-être dans, par exemple, l'accès à informations personnelles ou des informations qui sont un peu délicates à traiter. Dans votre domaine, la santé, on peut penser que c'est précieux. On ne veut pas que ces données personnelles de santé soient dans le domaine public. Et en fait, il y a déjà des règles assez strictes sur comment utiliser les données personnelles des patients. Par exemple, les informations de séquençage des échantillons des patients, on ne peut pas les mettre dans des serveurs publics ou pas bien contrôlés. Vous utilisez ChatGPT, un service comme ça, dans votre travail au quotidien? Pas trop, franchement. Aussi parce que, alors, il marche bien pour certains types de questions, mais il y a beaucoup de... C'est qu'on, dans les termes techniques, on appelle hallucinations. Il invente. Ouais. Quand il ne sait pas, il invente. Oui, exactement. On peut parler d'une vraie intelligence ou c'est pas le bon mot? Ça dépend sur la définition d'intelligence. Pour moi, oui. Mais ça dépend, ça veut dire quoi intelligence? C'est un peu difficile. Pour moi, par contre, ce que je trouve super intéressant est que, par exemple, si vous demandez à ChatGPT de faire des opérations mathématiques, de différence entre des numéros et des chiffres comme ça, il arrive à les faire. Pendant l'apprentissage, ils ont pas, les inventeurs ne les ont pas fourni à ChatGPT directement des instructions sur comment faire les différences. C'est ChatGPT qui est arrivé à comprendre comment le faire en analysant des pétabytes et pétabytes de données, des textes en fait. Et en fait, ça est lié un peu à le deuxième intérêt que j'ai, que c'est les langues, spécialement les langues latines. Parce qu'en fait, si on est arrivé à faire apprendre à ChatGPT à faire de la mathématique simplement en fournissant du texte, ça veut dire que les textes ont déjà la sémantique et du coup une langue per se a déjà la sémantique de beaucoup de choses que nous, notre intelligence arrive à faire, comme la mathématique. C'est un peu compliqué qu'on sait, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais bon. Vous êtes quand même impressionné par ChatGPT. Ouais, tout à fait. Marc Comina, parlons de Haya Thérapeutique. On peut dire que c'est une biotech. Elle a été fondée en 2019. Elle est installée à Épalinges. C'est là que se trouve le Biopôle, un cœur vraiment vibrant de la scène d'innovation en Suisse romande et dans le canton de Vaud. Elle a été fondée par Samir Ounzaïn et Daniel Blessing, les deux personnes qu'on évoquait en début de l'émission, qui ne sont pas francophones. Son travail, on va essayer de l'expliquer en quelques instants. C'est donc
vous êtes actif dans la recherche génétique, trouver une thérapie pour soigner la fibrose cardiaque. Des centaines de milliers de personnes dans le monde en sont victimes. Et pour beaucoup, la seule solution, c'est une transplantation cardiaque, donc un traitement, on va dire, lourd. En quelques mots, qu'est-ce que Aya va essayer d'inventer ? C'est une très bonne question. Du coup, disons, oui, en fait, la fibrose cardiaque est une maladie progressive. Ça veut dire que la fibrose monte et monte, et à la fin, le cœur n'arrive pas à pomper le sang. Et bon, c'est là clairement un problème. Ce qu'on essaie de faire est de ralentir ou voire arrêter le progrès de la fibrose. Pour faire ça, on veut agir, cibler certains types de cellules qui s'appellent fibroblastes. En fait, c'est les cellules qui s'occupent de déposer les molécules qui forment la fibrose, qui forment la cicatrice. Pour faire ça, on cible un type de molécule qui s'appelle ARN. Et là, en fait, j'imagine, on a écouté beaucoup parler des ARN à propos des vaccins pour le Covid, exactement. Il y a une petite différence pour les vaccins. Ce qu'on fait, c'est injecter du ARN viral dans le corps des sujets pour avoir une réponse immunitaire. Dans notre cas, on cible directement de l'ARN qui est déjà dans notre cellule. Toutes les cellules du corps humain produisent du ARN. C'est quelque chose que j'imagine à l'école un peu expliqué. On apprend les bases, on va dire. Mais donc l'objectif, c'est de prévenir le développement de cette maladie. Oui. Il y a, je crois, donc un traitement qui est en phase d'essai, qu'on appelle préclinique, oui, à l'Inselspital et l'Université de Berne. Les premières études sont prévues pour 2024 sur l'homme. Oui. Ça veut dire que si tout marche bien, et on sait que dans les startups, voilà, il y a quand même un pourcentage d'échecs qui est là, mais ça vaut la peine d'essayer. Si tout se passe bien, quand est-ce que ce traitement pourrait être sur le marché ? C'est une bonne question, j'imagine. C'est difficile à dire, mais peut-être dans, 5 ans. 5 ans ? Peut-être, mais je sais pas. En fait, ça dépend vraiment. C'est vraiment difficile à dire. Parce que vous évoquez la technologie ARN qui a permis de développer des vaccins Covid en un temps absolument record. Mais pour vous, ça ne s'applique pas de cette manière ? On peut attendre, ça prend quand même parce qu'il y a ces essais. Donc là, on est dans le préclinique et puis on sait qu'après, il y a 3 phases au moins avant d'arriver sur le marché. Phase 1, phase 2, phase 3 et enfin commercialisation. Donc ça reste un chemin long. L'ARN n'accélère pas votre travail ? En fait, on est en train de développer, on a des autres projets. La fibrose cardiaque, c'est un des projets qu'on est en train de suivre. On a des projets sur les cancers, sur la fibrose pulmonaire et des autres types de fibrose. L'ARN, pour nous, c'est en fait un peu le futur. Il y a une explication pour ça. L'ARN, spécialement l'ARN non codant, d'accord. Je ne veux pas aller dans les détails. Mais, oui, continuons. Mais disons, l'ARN est un peu plus difficile à étudier par rapport aux protéines, mais on croit que c'est bien plus facile d'avoir des effets en ciblant l'ARN plutôt que les protéines. Et aussi plutôt le traitement classique aujourd'hui. Oui. Quel est donc Aya, c'est une entreprise, donc elle a des recettes futures, on imagine, des coûts. Quel est le modèle économique ou qu'est-ce que vendra exactement Aya ? Je dirais principalement on a soit les produits, la thérapie contre, par exemple, la fibrose cardiaque, ou des collaborations avec des autres entreprises. Ça aussi, disons, nous avons une plateforme, une pipeline de développement et de recherche pour trouver des molécules à cibler et pour développer des thérapies. Et ça est d'intérêt pour des autres entreprises aussi. Donc le faire soit toute seule, soit avec d'autres. Oui. C'est le but. Oui. Vous avez, il y a quelque temps, on en parlait en début d'émission, vous êtes arrivé en première place du Swiss Startup Award. Est-ce qu'il y a déjà des retombées de votre côté, des pistes, des prises de contact ? C'était ce mois-ci. Oui, je dirais spécialement à un niveau il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés parce qu'ils sont intéressés à travailler avec nous. Pour nous, je veux dire spécialement des talents, des personnes qui maintenant sont soit dans l'académie, soit dans d'autres entreprises et qui seraient intéressés à nous rejoindre et travailler avec nous. Ils trouvent notre approche, notre recherche basée sur l'ARN assez intéressante et innovative.
Donc ça vous apporte de la visibilité. Aujourd'hui, c'est une trentaine d'employés, Aya. Dans un an, vous pensez que vous serez combien ? 50, 60. Ah, donc il faut presque doubler les effectifs. J'espère, on verra. C'est les défis, non? Et ce sont des effectifs qui iront principalement à épannage ou bien également sur votre site aux États-Unis à San Diego où vous êtes implanté, où là il y a un petit peu moins de 10 personnes pour le moment. Oui, ce sera aussi à San Diego. Disons qu'entre San Diego et Lausanne, on a accès à beaucoup de talents. C'est pour ça en fait qu'on a aussi des intérêts à avoir une branche à San Diego. Pourquoi pas plutôt près de Boston, qui est un endroit classique? C'est pas la première fois que quelqu'un m'a demandé ça. En fait, on avait beaucoup Je dis Boston parce que c'est un endroit très connu pour les sciences de la vie. Oui. En fait, je dirais que Boston et San Diego sont les centres maintenant de la recherche sur l'ARN. Et aussi à San Diego, on avait déjà des connaissances, des talents qu'on voulait engager. Les salaires, ils sont plus élevés en Suisse ou aux États-Unis? Ça dépend. Normalement, c'est difficile à dire. Disons, si vous comptez les taxes, les frais comme ça, c'est plus ou moins pareil. Parce que là-bas, je veux dire, il y a une différence de taxation et comme ça. Donc, pour attirer les talents, il faut payer quasiment la même chose qu'un chercheur, parce que c'est plus ou moins des chercheurs qui viennent, ces personnes avec de très hautes qualifications. Oui, il s'agit toujours de très hautes qualifications, oui. Liquidité, vous aviez levé 18 millions de francs en 2021, 5 millions de francs l'an passé. Oui, c'est 25 correct. millions plus ou moins, oui. Fonctionnement assuré pour combien de temps? Je ne sais pas comment répondre ça. Je ne sais pas en fait. Il y a d'autres levées de fonds qui sont déjà prévues ou que vous pensez faire en 2024? Rien que je peux déclarer pour l'instant. Confidentiel. Ça coûte très cher, votre recherche, parce que vous parlez de l'importance des ordinateurs, des machines. Mais finalement, ce n'est pas des laboratoires où on fait plein d'expériences qui seraient peut-être plus coûteuses. Ça coûte moins cher? En fait, on a 2 ou 3 laboratoires. Et oui, ça coûte cher. Et aussi les preclinical studies, ça veut dire avoir des animaux qu'on va traiter avec la thérapie qu'on a développée. Et ça coûte cher normalement. C'est très cher. Et vous devez payer aussi l'université de Berne, l'Inspital. Comment ça fonctionne avec eux? On doit payer, mais on a des collaborations. Parfois, par exemple, on a des grants comme InnoSuisse. Des bourses. Exactement, oui, des bourses. De la Confédération. Oui. Le financement, ça reste un sujet vraiment important pour les startups. Cette année, il y a vraiment moins de financement. Les montants ont été divisés à peu près par 2 par rapport au début de l'année en 2022. On est passé donc de 2,6 à 1,2 milliard. Vous avez ressenti directement ou indirectement cette contraction? Pas vraiment, parce qu'en fait, on avait déjà terminé, disons, la première phase de recherche des capitaux avant de la crise, si vous voulez, de 2023. Mais c'est vrai, oui, on a vu plusieurs entreprises avoir des soucis avec ça. Si jamais, en revanche, il y a beaucoup de personnes qui ont été licenciées par des autres entreprises qui ont en fait faillite ou ont réduit le personnel. Ouais. Et du coup, on a beaucoup de personnes sur le marché qui sont intéressées à travailler. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la pénurie de talents. Vous trouvez que finalement, dans le monde des startups, c'est moins le cas peut-être qu'il y a 1 an ou 2 ans en arrière? Oui, peut-être. Oui, en fait, oui, tout à fait. Spécialement aussi aux États-Unis. Il faut considérer qu'on a une branche aux États-Unis. Si vous regardez aux États-Unis, il y a, si vous prenez les grandes entreprises, ils ont laissé partir, je ne sais pas, 500 000 personnes l'année passée, entre l'année passée et cette année-là. Et du coup, il y a beaucoup de monde sur le marché. Pour vous, c'est bien. Encore un mot sur le financement de Aya. Il y a une chose intéressante, c'est que qui finance Aya? Des fonds américains. Il y a le fonds Humboldt qui était là depuis longtemps. Il y a aussi le Broadway View qui est là. Est-ce que ça veut dire que les Suisses ne vous font pas confiance ou que ceux qui souhaitent vraiment faire avancer ces thérapies, ce sont les Américains? Alors, on a aussi des investisseurs suisses, mais en général, on avoue que l'accès au capital en Suisse est un peu plus difficile pour les startups. Je dirais parce qu'en Suisse, les investisseurs sont un peu moins... Ils acceptent moins de risques,
disons. Et les startups, notamment, ils ont des risques un peu plus hauts que des autres entreprises. Du coup, oui, c'est un peu plus facile d'avoir des capitaux aux États-Unis. Comment quand même vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a juste moins d'argent en Suisse ou il y a une frilosité des investisseurs? Ils veulent être sûrs que pas simplement la phase préclinique dans laquelle vous êtes, mais on va attendre peut-être la phase 2 ou presque le dernier moment avant la commercialisation? C'est plutôt la deuxième direction. C'est, j'imagine, les venture capitalistes, les investisseurs en général, ils ne veulent pas prendre des risques en Suisse par rapport aux États-Unis. C'est simplement ça, je crois. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez envisager de déplacer beaucoup plus de vos effectifs à San Diego un jour? C'est une bonne question. En fait, je ne crois pas que les investissements sont nécessairement liés où on travaille. C'est clair, on va suivre avec les deux branches. Pour l'instant, l'équipe de Computational Biology, par exemple, est à Lausanne. On n'a pas l'idée de déplacer. On va commencer à préparer vos bagages. Non. Marco Mina, des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres, utiles ou futiles? Utile. Les montres connectées pour suivre par exemple nos paramètres vitaux, nos données de santé, c'est utile ou futile? Utile, super utile. Les métavers, on peut imaginer des consultations, du diagnostic, la distance, utile ou futile? Utile. On a parlé beaucoup de numérique, mais un objet 100% mécanique qui vous paraîtrait aujourd'hui encore utile, ce serait lequel? Vélo. Un vélo? Un vélo. Pas électrique alors? Non, pas électrique. Non, c'est triché ça. Merci Marco Mina Merci à vous. d'être venu aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci Vincent. Et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.